Et si, en plein cœur de la nuit, le déplacement discret d'un seul homme pouvait bouleverser non seulement vos factures d'essence, vos impôts et l'avenir de toute une génération, mais aussi remettre en cause des décennies de compromis silencieux à travers l'Afrique de l'Ouest? Imaginez, dans l'ombre dense de la nuit togolaise, un simple vol le 18 janvier 2026 reliant Lomé à Ouagadougou. Ce n'est pas un scénario de roman, ni une intrigue d'espionnage hollywoodienne. Non, c'est la réalité brute. L'instant précis où le destin du Sahel vacille, loin des caméras, loin des regards, sur fond de crises accumulées et de tensions à fleur de peau. Ce modeste aller-retour aérien, à première vue anodin, déclenche un effet domino dont les secousses dépassent de loin la frontière entre Togo et Burkina Faso. Imaginez un caillou lancé dans un lac tranquille. Les cercles s'étendent, touchant la rive la plus éloignée. Car derrière la porte blindée de l'avion, ce n'est pas seulement un exilé que l'on transporte. C'est le socle d'un pacte régional, la tradition de l'asile, la confiance tissée au fil des générations qui se déchirent. Sécurité, accès au pétrole, stabilité familiale, tout vacille au rythme de ce vol invisible. Que vous soyez mécanicien à Ouagadougou, couturière à Lomé, commerçant à Cotonou ou employé de bureau à Lagos, la vague de cette nuit-là peut bouleverser votre réveil avant même que vous n'ayez compris pourquoi votre quotidien a changé. Prenons un exemple concret. Un commerçant burkinabé qui dépend de la route Lomé-Ouagadougou pour importer du carburant et des denrées. Une seule nuit d'instabilité, un simple soupçon de tension diplomatique, et voilà que la frontière se ferme, les convois sont retardés, les prix flambent au marché. En quelques jours, c'est tout un quartier populaire qui se serre la ceinture, faute de pouvoir acheter le riz ou le gaz nécessaires à la cuisine quotidienne. Les répercussions s'étendent, comme une tache d'huile, aux familles, aux écoles, à l'économie locale. Mais la vraie question, celle que l'on susurre dans les couloirs du pouvoir sans jamais l'articuler à haute voix, à qui profite l'embrasement du Burkina Faso? Car, dans l'ombre, certains tirent profit de chaque fissure, chaque fuite, chaque peur qui s'étend comme une traînée de poudre. Et ce n'est jamais un enjeu purement local. Chaque crise du Sahel déclenche une onde de choc qui percute Washington, Paris, Abuja ou Bamako. C'est l'histoire d'une région dont l'instabilité se négocie sur les marchés du pétrole de New York ou dans les couloirs feutrés du Pentagone. Ignorer ce signal, c'est prendre le risque de se réveiller demain dans un monde où l'instabilité devient la norme, où la fragilité du Sahel se traduit, pour vous, par une hausse brutale des prix du carburant, une augmentation des impôts et une incertitude qui ronge l'avenir de vos enfants. Ce transfert discret n'est pas une anecdote régionale. Il marque la fin de l'impunité pour les exilés politiques et ouvre une ère d'incertitude où la moindre étincelle, le plus discret des vols de nuit, peut rebattre les cartes d'un continent entier et bouleverser votre vie, où que vous soyez. Pourquoi ce vol change-t-il tout? Pour le comprendre, il faut plonger dans les rouages cachés de l'exil politique en Afrique de l'Ouest, là où chaque arrangement discret, chaque coup de fil, peut décider du destin d'un pays. Il faut aussi comprendre le poids immense des traditions, la force des non-dits et la manière dont les habitudes héritées du passé pèsent sur chaque décision présente. Revenons sur l'histoire récente de la région. Pendant des décennies, il suffisait de franchir une frontière pour échapper à la vengeance politique. Cette règle tacite, héritée des années 70 et 80, protégeait ceux qui perdèrent le pouvoir et maintenait une certaine paix régionale. Souvenez-vous du cas de Hissène Habré, ancien président tchadien réfugié au Sénégal, ou de Charles Taylor, ex-dirigeant libérien, longtemps toléré au Nigeria avant son extradition. Ces exemples montrent combien l'asile, loin d'être une faveur isolée, était un pilier d'équilibre régional. En Afrique de l'Ouest, l'exil n'était pas seulement une fuite, c'était un compromis accepté, permettre à un chef déchu de partir, éviter les représailles sanglantes, calmer les foules et préserver l'apparence d'un ordre fragile. Quitter son pays, c'était sauver sa vie, mais aussi préserver la stabilité des voisins. Cette règle non écrite a évité bien des guerres civiles, transformant la défaite politique en exil plutôt qu'en bain de sang. Dans ce système, Lomé est devenue la capitale officieuse du refuge politique.
Le Togo offrait un abri discret, un espace pour respirer, négocier ou patienter, le temps que la tempête se calme. Cette tradition a façonné la réputation d'un pays habile à ménager ses relations, à garder ouvertes ses portes sans jamais prendre parti ouvertement. Les couloirs feutrés de la présidence togolaise ont vu défiler des opposants ivoiriens, burkinabais, maliens, chacun espérant un retour ou, au moins, une vie loin du bruit des armes. Mais l'asile n'était jamais un simple geste d'hospitalité. Derrière chaque accueil se cachèrent des enjeux. Préserver la paix intérieure, peser sur la politique régionale ou gagner une monnaie d'échange diplomatique. Héberger un exilé, c'était aussi influencer le futur de son pays d'origine, envoyer un signal fort et parfois tirer profit d'un retour sur investissement, politique ou économique. Par exemple, lors de la crise ivoirienne, le Togo a servi d'intermédiaire dans les négociations, offrant sa neutralité en échange d'un rôle accru sur la scène régionale. C'est dans cette logique qu'arrive le cas de Paul-Henri Sandaogo Damiba, ex-chef de transition du Burkina Faso. Renversé en septembre 2022, il trouve refuge à Lomé, incarnation vivante de cette vieille règle selon laquelle la frontière protège et l'asile est sacré. Mais bientôt, les rumeurs de complot et de déstabilisation se multiplient autour de sa présence. La tension monte. Sa protection n'apaise plus, elle inquiète, voire exaspère ceux qui redoutent un retour de l'instabilité. Ouagadougou exige justice, accusant Damiba d'attiser l'instabilité à distance. Pour le pouvoir burkinabé, sa présence à Lomé est perçue non comme une simple retraite, mais comme une base arrière susceptible d'alimenter des tentatives de déstabilisation. Lomé, de son côté, vacille. Faut-il rester fidèle à la tradition d'accueil ou préserver ses propres intérêts en cédant à la pression ? Le dilemme est cruel. Protéger l'exilé, c'est risquer la colère du voisin. Le livrer, c'est trahir un héritage régional et reconnaître que plus aucune frontière ne garantit la sécurité. Prenons le cas d'un précédent historique. En 2005, le Togo a accueilli l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, après sa chute. Ce geste avait permis d'éviter les fusions de sang à Abidjan, mais avait aussi exposé Lomé à la critique de ses voisins. À l'époque, la balance avait penché en faveur de la paix régionale. Mais aujourd'hui, le contexte est différent. L'ombre du terrorisme, la présence de groupes armés, la pression internationale, tout complique la donne. Si l'asile politique devient un piège, un levier de chantage, c'est tout l'équilibre régional qui menace de s'effondrer. Ce n'est plus seulement le destin d'un homme qui se joue, mais la confiance entre États, la sécurité des familles et, à terme, la stabilité des marchés ouest-africains et internationaux. Les investisseurs étrangers, inquiets, peuvent suspendre leurs projets. Les ONG redoutaient une détérioration de la situation humanitaire. Désormais, loin des regards, la question de l'exil est devenue un champ de mine. Les décisions prises à Lomé ou à Ouagadougou résonnent bien au-delà des capitales. Elles risquent de rompre le pacte non écrit qui, depuis des générations, empêchait les crises de se transformer en incendies régionaux. La suspicion devient la règle, la confiance, l'exception. Tout bascule lorsque l'exil n'est plus neutre, mais soupçonné d'être le bras caché d'un nouveau conflit. L'histoire abonde d'exemples similaires. Au Libéria, Charles Taylor a orchestré sa prise de pouvoir depuis l'exil. En République centrafricaine, des chefs rebelles exilés ont souvent planifié leur retour dans la violence. Le cas de Damiba, dans ce contexte, cristallise les craintes d'un retour du spectre de la guerre par procuration. Le transfert de Damiba hors du Togo va précipiter ce basculement. Sa sortie discrète marque le début d'une nouvelle ère, où l'impunité des exilés n'est plus garantie. Désormais, chaque chef d'État déchu sait que la frontière n'est plus un abri inviolable. C'est la fin d'un tabou. Quand la rumeur quitte les réseaux et devient opération clandestine, chaque seconde se charge de péril. Depuis 2022, le Burkina Faso est secoué par une suite ininterrompue de tentatives de déstabilisation. À chaque crise, une même silhouette revient, Paul-Henri Sandaogo Damiba, dont l'entourage nourrit soupçons et spéculations. Dans les enquêtes, dans les couloirs sombres, dans les réunions secrètes, ses alliés sont évoqués à voix basse. L'exil,
murmurent les autorités, parfois à demi-mot, parfois frontalement, n'est plus une fuite, mais un centre névralgique d'où tout s'organise à distance. Avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête de la transition militaire, ce soupçon se mue en doctrine. L'exil devient menace, fil invisible tendu au-dessus de millions de vies. Janvier 2026, la tension atteint son paroxysme. Dans la nuit du 3 au 4 janvier, les forces spéciales burkinabais déclenchent une opération de contre-espionnage. Elles affirment avoir déjoué un vaste complot révélant l'implication présumée de réseaux infiltrés jusque dans les rangs de la sécurité nationale. Prenons un scénario concret. Imaginons une tentative de coup d'État orchestrée depuis l'exil avec des complices infiltrés dans la garde présidentielle. La moindre fuite d'informations, la plus petite faille, peut précipiter la chute d'un régime. C'est ce qui s'est produit, à plusieurs reprises, dans l'histoire récente du Mali ou de la Guinée. À chaque fois, la méfiance s'est installée à tous les niveaux, fragilisant le tissu social. Désormais, la crise n'est plus matière à débat feutré. C'est la survie qui s'invite à chaque coin de rue, la peur qui étreint les marchés de Ouagadougou. Un coup de feu, une sirène, et tout bascule. Le commerce ralentit, les prix flambent, la sécurité s'effondre, les écoles se vident. Pour Idrissa, mécanicien, et tant d'autres, chaque bruit de bottes, chaque rumeur, est une menace suspendue sur leur avenir. Les conversations s'animent autour du thé, chacun redoute que son quartier devienne le prochain théâtre d'affrontement. Au même moment, les relations entre le Burkina Faso et le Togo virent à l'orage. Lomé, jusqu'alors médiateur discret, doit choisir, offrir l'asile à Damiba et risquer la colère de Ouagadougou, ou céder à la pression régionale et rompre un vieux pacte tacite. Les négociations s'enveniment, les diplomates sont rappelés, la diplomatie s'effrite et la confrontation menace. Mais derrière ce bras de fer se dessine un péril bien plus large. Ne rien faire, c'est risquer l'implosion du pays, la contagion de la panique, la propagation de l'instabilité à tout le Sahel. L'ombre d'un retour au chaos plane déjà sur la région, et bien au-delà, sur les marchés énergétiques mondiaux, sur les budgets sécuritaires américains, sur l'équilibre fragile d'un continent où chaque crise peut tout emporter. Rappelons qu'en 2011, la chute de Kadhafi en Libye avait provoqué une déstabilisation en cascade du Mali, de la Centrafrique et de tout le Sahel, illustrant combien le sort d'un seul homme peut bouleverser une région entière. Lorsque la menace devient inévitable, le Togo doit trancher, protéger l'exilé ou préserver sa propre stabilité, au risque de bouleverser toutes les règles du jeu régional. Cette décision, prise dans la discrétion la plus absolue, engage non seulement la sécurité du pays, mais aussi sa réputation de médiateur et de refuge. Mais ce qui se joue en coulisses n'est pas seulement une question de frontières ou d'alliances. Le transfert discret de Damiba changera durablement le visage du pouvoir et de l'impunité en Afrique de l'Ouest. Pour la première fois depuis des décennies, l'asile cesse d'être un droit tacite, pour devenir un privilège précaire, soumis au bon vouloir des circonstances. Un vol privé dans la nuit peut-il vraiment refermer la boîte de Pandore? Ou cet acte, au contraire, inaugure-t-il une ère de soupçons et de représailles à travers toute l'Afrique de l'Ouest? L'histoire montre que chaque fois qu'un équilibre ancien s'effondre, c'est l'incertitude qui s'installe, ouvrant la voie à de nouveaux conflits. Décembre 2025, Lomé. Les signaux deviennent discrets, mais lourds de menaces. Des avertissements sont envoyés, des discussions menées en coulisses. L'ultimatum adressé à Damiba est clair. La protection togolaise s'achève. Les diplomates multiplient les réunions secrètes, pesant les conséquences de chaque option. Janvier 2026. Avant l'aube, l'ancien président de transition est arrêté sans ménagement par les forces togolaises. Elles agissent vite, redoutant une fuite d'informations. Transfert en silence, sans caméra, sans communiqué. Un avion décolle de Lomé, destination gardée secrète. Damiba passe brièvement devant la justice, mais tout est déjà joué. L'extradition a été décidée au sommet. Cette rapidité s'explique par la crainte d'une intervention étrangère ou d'un soulèvement de ses partisans. Le processus ressemble à une justice régulière, mais la frontière avec la vengeance
n'a jamais été aussi floue. Chacun sent que la procédure est éminemment politique. Pour certains, c'est le retour à l'état de droit. Pour d'autres, une revanche maquillée en légalité. L'opinion publique régionale se divise, les débats s'enflamment sur les réseaux sociaux. Le signal envoyé à la région est brutal. L'asile n'est plus garanti. Le Togo, longtemps médiateur et refuge, ferme la porte. Le message traverse Bamako, Abidjan, Conakry. Tout exilé protégé aujourd'hui peut être livré demain. Les opposants politiques, jusque-là confiants dans la protection des frontières, reconsidèrent leurs options. Certains cherchent déjà de nouveaux refuges, plus lointains, hors du continent africain. Le choc s'étend. D'autres exilés, anonymes ou célèbres, comprennent que leur sort n'est plus assuré. L'image du Togo, jadis havre, se fissure. Pour l'Alliance des États du Sahel, l'événement bouleverse les certitudes. La solidarité militaire se lézarde, la confiance s'effrite. Les réunions de l'organisation tournent à la méfiance, chacun redoutant d'être le prochain sur la liste. Dans les rues et sur les réseaux, les rumeurs enflent. Les versions de l'arrestation se contredisent, se brouillent à dessein. Les autorités brouillent les pistes, cherchant à éviter tout embrasement, toute fracture supplémentaire. Certaines sources parlent d'un accord secret avec la France, d'autres évoquent la pression des États-Unis. Mais l'incertitude pèse. Quelques décisions secrètes suffisent à faire vaciller l'équilibre régional. Familles anxieuses, commerçants inquiets, partenaires étrangers sur le qui-vive. Partout, on débat. Ce transfert était-il légitime? Le précédent est là. La porte de l'asile peut se refermer du jour au lendemain, selon les intérêts politiques. C'est le règne de l'imprévisibilité. Ce signal coûte cher. Il brise la confiance, fragilise la diplomatie, offre un prétexte à la répression. Peut-être ouvre-t-il la voie à des comptes enfin rendus pour les fauteurs d'instabilité. Mais à quel prix pour la société, la sécurité quotidienne, la paix fragile espérée par des millions d'Africains? Alors que chancellerie et famille retiennent leur souffle, une question brûlante demeure. Si l'impunité recule, comment éviter que la force brute ne devienne la seule loi? Les ONG s'inquiètent d'une dérive autoritaire, les journalistes redoutent la censure, les citoyens craignent pour leurs droits fondamentaux. Mais la portée de ce geste dépasse les frontières togolaises. Bientôt, le jeu diplomatique et économique mondial va devoir composer avec ce nouvel ordre imprévisible. Les puissances occidentales, jusqu'alors habituées à traiter avec des interlocuteurs stables, doivent réviser leur stratégie. Les marchés financiers, sensibles à la moindre secousse, réagissent par des fluctuations brutales des cours du pétrole et des matières premières. La vraie victoire ne consiste pas à neutraliser un homme. Elle réside dans l'effacement de la peur chez Idrissa, chez ses voisins, et au sein d'une génération entière. Mais il faut d'abord décrypter les leçons de cet instant décisif et éviter les pièges qui se dressent sans cesse sur la route étroite entre sécurité et justice. Aujourd'hui, Paul-Henri Sandaogo Damiba pourrait être traduit en justice pour haute trahison. Mais chacun le sait, la ligne entre une justice équitable et une vengeance politique sera scrutée de près. Si le procès dérape, si la sanction paraît dictée par la rancœur, la légitimité de l'État s'effrite aussi vite que la confiance populaire. C'est le risque majeur, transformer un adversaire politique en martyr, attiser les divisions, plutôt que de restaurer la confiance. Pour les dirigeants, la tentation de gouverner par la peur ou l'urgence n'a jamais été aussi forte. Remporter une bataille nocturne, c'est faisable. Mais chercher à tout verrouiller par la force, c'est risquer de perdre toute une décennie. Une victoire sécuritaire aujourd'hui peut ensemencer l'instabilité de demain si le dialogue, la transparence et la réparation du tissu social sont négligés. L'histoire du Nigeria, marquée par les coups d'État successifs des années 80, en est une illustration. Chaque répression brutale a semé les graines d'un nouveau soulèvement. L'État burkinabé affronte une épreuve immense, assurer la sécurité sans briser la confiance. Il doit résister à la tentation de fabriquer de nouveaux martyrs ou de transformer ses adversaires en icônes de résistance. L'enjeu n'est pas seulement d'étouffer un complot, mais d'éviter que chaque triomphe sécuritaire ne relance un nouveau cycle de défiance. Pour cela, il existe des solutions concrètes. Instaurer des commissions de vérité, ouvrir des dialogues inclusifs,
Garantir la transparence des procès politiques. Dans toute la région, la dynamique s'est inversée. La fermeture de la porte de l'exil, cette soupape qui permettait aux vaincus de disparaître sans tout détruire, fait voler en éclats les anciens équilibres. Désormais, chefs d'État, opposants, simples citoyens, tous se demandent « Serais-je le prochain ?» L'incertitude s'infiltre dans chaque palais, sur chaque place publique. Les familles, autrefois confiantes dans la protection des frontières, redoutent de voir leurs proches pris dans la tourmente. À l'international, la secousse se propage. Chaque dérapage judiciaire ou sécuritaire local finit par contaminer les portefeuilles, la diplomatie, la stabilité bien au-delà du Sahel. L'instabilité et la peur deviennent des marchandises exportées. Elles bouleversent les marchés énergétiques, pèsent sur les budgets sécuritaires américains et modifient la façon dont les puissances anticipent ou subissent les répliques du chaos. En 2022, la hausse du prix du baril de pétrole, conséquence directe d'une attaque terroriste au Sahel, avait déjà coûté des milliards de dollars aux économies occidentales. Ce moment force à repenser la médiation, la sécurité et l'équilibre précaire entre protection et responsabilité. Il oblige chaque État, chaque société à se demander comment protéger ses citoyens sans tomber dans l'arbitraire. Comment juger sans condamner d'avance? Comment garantir à Idrissa et à ses enfants une vie sans peur, sans pour autant céder à l'impunité? Pour sortir de l'impasse, certains experts proposent des mesures concrètes. Renforcer les mécanismes de médiation régionale, créer des garanties pour les procès équitables, encourager la participation citoyenne dans l'élaboration des politiques de sécurité. D'autres suggèrent de s'inspirer du modèle sud-africain de réconciliation post-apartheid, où la vérité et la réparation ont permis de tourner la page des violences sans sombrer dans la vengeance. Rater ce tournant, c'est s'enfermer dans une instabilité chronique. C'est choisir la spirale sécuritaire qui isole, appauvrit et nourrit les crises à répétition. C'est laisser triompher la peur et reléguer la confiance au rang d'exception. À l'inverse, réussir ce pari, c'est offrir une chance à la paix durable, à la stabilité, à un avenir où les enfants d'Idrissa pourront grandir sans craindre pour leur sécurité. Alors, quel futur se dessine? Qui saura interrompre ce cycle avant qu'il ne se transforme en norme? Pour Idrissa, pour sa famille, pour tout un pays, les choix d'aujourd'hui pèseront sur chaque lendemain. Mais ce qui s'est joué à Lomé et à Ouagadougou n'est qu'un début. Car derrière chaque transfert, une nouvelle question surgit. Jusqu'où peut-on pousser la logique de l'impunité sans risquer l'embrasement collectif? L'exemple du Rwanda, où la responsabilité individuelle a été privilégiée sur la vengeance collective, montre qu'il existe des voies alternatives, même dans les contextes les plus tendus. Et vous, estimez-vous que le Togo a agi pour la stabilité en livrant Damiba, ou vient-il de briser un tabou dont toute l'Afrique de l'Ouest paiera le prix? La question n'a rien d'abstrait. En acceptant de remettre l'exilé le plus surveillé du Sahel à Ouagadougou, le Togo ne s'est pas contenté de clore un dossier brûlant. Il a rompu un vieux pacte tacite, un équilibre fragile qui jusque-là permettait aux vaincus de la politique de trouver refuge, loin des règlements de comptes immédiats. Désormais, aucun ex-dirigeant ne dort vraiment en paix, et aucun pays voisin ne peut prétendre jouer l'arbitre neutre sans risquer de devenir la prochaine cible d'une tempête régionale. Ce vol nocturne, discret, a traversé la frontière pour ramener Damiba sur le sol burkinabé. Il incarne une rupture. L'impunité n'est plus garantie, l'asile n'est plus sacré. Les lignes que l'on croyait indéplaçables bougent, et l'onde de choc dépasse les cercles du pouvoir. Des familles ordinaires, comme celle d'Idrissa, en ressentent déjà les secousses. Si demain un voisin tombe en disgrâce, ou si l'État vacille, où fuir et à qui faire confiance? Car ce geste n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une dynamique où chaque gouvernement, fragilisé par la violence et la défiance, est tenté de durcir ses propres règles. Le climat de suspicion s'installe, les solidarités traditionnelles s'effritent. Le message est limpide. La stabilité n'est plus négociable. Les vieilles alliances, les traditions d'asile, les promesses faites sous la table ne pèsent plus lourd face à l'exigence de survie du régime. Fermer les brèches, montrer une main de fer, même si cela implique de sacrifier ceux qui,
hier encore, étaient des partenaires, devient la norme. Mais ce choix n'est pas sans conséquences. Fermer les yeux aujourd'hui, c'est risquer de subir demain les répliques d'une région qui réécrit brutalement ses propres règles. Chaque extradition, chaque trahison d'asile crée une onde de choc imprévisible. Pour les populations, cela veut dire plus d'incertitudes, plus de marchés fermés, plus de routes coupées, plus de familles dispersées. Pour les puissances étrangères, à commencer par les États-Unis, le coût de l'instabilité se compte en milliards de dollars investis dans la surveillance, la sécurité, les interventions d'urgence. Et en tensions politiques qui se répercutent jusque dans les débats quotidiens sur le prix de l'énergie ou l'équilibre des budgets nationaux. Au fond, ce petit vol ne clôt pas une histoire. Il ouvre un nouveau chapitre. Un chapitre où la protection des exilés n'est plus un droit, mais un enjeu stratégique. Où chaque voisin se garde de trop promettre et où chaque citoyen comprend, dans le silence de la nuit, que personne n'est jamais totalement à l'abri. C'est aussi une invitation. Ne pas détourner le regard. Là où l'impunité recule, rien ne garantit que la justice avance. Et là où les anciennes règles tombent, il faut inventer de nouveaux repères pour ne pas se perdre dans l'incertitude. Alors, à vous de juger. Ce transfert était-il inévitable, ou le premier domino d'une série d'instabilités à venir? La question reste ouverte, et c'est peut-être dans la vigilance, le débat et le refus du fatalisme que se joueront les véritables équilibres de demain.